22 juillet, donc il est assez tard. Ça fait quelques jours que je n'ai pas parlé, donc je ne la vois pas du tout installée. Je vais essayer quand même de trouver un registre vocal un peu plus audible. Alors j'ai pensé à une chose comme ça que j'ai appelée Far from Home. Far from Home. Far from Home. Donc la dernière fois quand j'y pensais, je me suis représenté cette chose. Elle parlait fort. Elle ne supportait pas le silence. Elle parlait fort pour empêcher le silence de s'installer. De s'installer dans sa tête, dans son cœur, dans son corps. Si elle s'arrêtait de parler, elle avait l'impression qu'elle deviendrait folle, qu'elle perdrait raison. Far from home. Elle est loin. Elle est loin de tout, elle est comme perdue, elle est comme en déshérence. Elle se lève, elle ne sait pas pourquoi. Elle se couche, elle ne sait pas pourquoi non plus. S'il n'y avait pas sa fille, ce petit morceau d'être humain, ce petit être humain, à la fois fragile, mais aussi fort, surtout quand il s'agit de causer toutes sortes de tracas. Sa fille a beau être petite, mais elle est impossible à tenir. Elle la voit, elle se dit, ce petit corps, ce petit être, je ne sais pas ce que je peux en faire. Je lui suis lié, il est à moi. Mais toutes les deux, on est nulle part. On est perdu, on est en dérive. Far from home. Home, sweet home. Far from country, for village. For sweetest village. Sweetest community. Quelquefois, il lui semble entendre le bruit de la forêt, le chant des oiseaux, le bruit des enfants, les paroles des autres femmes. Il lui semble entendre cela. Puis, elle redescend sur terre, elle se rend compte qu'elle a rêvé. Ce n'est pas, ça devient fréquent, elle est traversée par ces sortes de rêves éveillés, ces songes. Elle est vue comme dans une réalité double, une réalité partagée. Elle est ici, elle est bien ici, mais elle n'y est pas complètement. C'est vrai, elle est partie parce qu'elle voulait avoir une vie meilleure, parce qu'elle pensait qu'elle pouvait avoir ce qu'il faut pour vivre dignement. C'était cela qui l'a fait partir de chez elle. Elle y a cru à ses mirages, à ses promesses, et à toutes ces choses qu'on mettait devant elle. Si elle partait en Europe, elle pourrait tout avoir. Et puis elle pourrait même
pourrait devenir riche, faire plaisir à sa famille, à sa communauté, pourrait devenir une femme importante. Et elle est partie. Elle est arrivée. Entre-temps, son ventre enflé, elle a rencontré un homme qui lui a fait miroiter des choses. Encore une illusion. Encore une naïveté qu'elle avait. Une des dernières naïvetés. Parce que maintenant, on ne pourra plus la voir ni par promesse, ni par déclaration, ni par rien. Elle sait comment il est le monde. Il sait qu'il est partout pareil. Que le monde est dur pour ceux qui n'ont pas grand-chose. Elle dit ça, mais elle rectifie tout de suite. Mais chez moi, je n'avais pas grand-chose, c'est vrai, mais j'avais beaucoup. Je ne me rendais pas compte. J'avais toutes ces femmes, proches et un peu moins proches, mais toutes ces femmes pouvaient m'aider en cas de besoin. Je n'étais pas seul. J'avais pas besoin de téléphoner pour parler. Je parlais autant que tout mon soul, je parlais autant que j'en avais envie, que j'en avais besoin. Mais là, je me retrouve totalement. Toute la journée, je la passe accroché à un objet dans lequel je parle et je dis des choses. Mais cet objet ne remplacera jamais les gens réels que j'ai perdus. C'est vrai, il m'arrive de parler, il lui est arrivé de parler pendant des heures avec certaines personnes, mais à la fin, elle ne se sentait pas satisfaite. Elle avait toujours ce vide au fond d'elle-même. C'était ça, son problème, le vide. Le vide dans la tête, le vide dans le corps, le vide dans le cœur, le vide dans l'âme, le vide. Elle est comme une plante qu'on a transplantée. Une plante qui n'arrive pas à prendre racine. Elle est toute chétive, elle ne grandit plus. Elle dépérit même. Elle sait qu'au fond d'elle-même, elle dépérit, elle est en train de dépérir et elle ne doit pas, se laisser aller. Parce qu'il y a sa fille, elle a besoin d'elle. Elle a besoin d'elle forte et courageuse. C'est une épreuve. Dieu a voulu l'éprouver, c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle essaie de faire pour accepter. Far from home. Il est où le grand arbre? Il est où? Ils sont où les ancêtres? Il est où l'arbre à palabres? Elle est où la rivière? Il est où le grand ciel? Elle est où la terre? L'espace. L'espace immense et presque infini. Elle se retrouve cloîtrée dans quelques mètres carrés et elle doit en être satisfaite. Ces quelques mètres carrés, ça vaut de l'or. C'est très demandé. Quand vous avez un toit
un toit. Vous devez vous sentir comblé, un toit. Et oui, far from home. Voici un destin qui s'accomplira dans la douleur et dans l'atomisation. Elle est seule. Elle parle avec tout le monde. Elle ne snobe personne. Mais tous ces gens, elle ne les connaît pas. Ce sont tous des étrangers. D'ailleurs, elle leur parle, mais elle ne sait pas ce qu'elle pourrait leur dire ou leur demander. Doit-elle raconter tout ce qu'elle a sur le corps ou doit-elle se méfier et rester vague et parler de tout et de rien? Ce sont d'autres femmes comme elle, mais elles ne sont pas de sa communauté. Ils ne sont pas de son village, ils ne sont pas de sa religion, ils ne sont pas. Elles sont un peu comme elle, mais elles ne sont pas tout à fait. C'est vrai qu'elles sont noires, comme on dit. Mais cela ne suffit pas. Elle leur parle à toutes, qui viennent du sud, de l'ouest, de l'est, qui viennent du centre, qui viennent d'où. Elle ne fait pas de différence. C'est vrai, elles se parlent en français. C'est comme ça qu'elles arrivent à se comprendre. Elles parlent. Elles parlent et quelquefois, elle a une larme qui monte. Elle ne sait pas pourquoi exactement. D'un coup, elle a envie de lâcher prise et elle se retient. J'ai pas envie de me donner au spectacle. J'ai pas envie d'être prise en pitié. J'ai pas envie. Faut que je sois forte. Faut que je sois forte. Même si hier, on m'a annoncé la mort de ma mère. Et je n'ai pas pu dire adieu à ma mère. Et je n'ai pas pu embrasser ma mère une dernière fois. Et je n'ai pas pu. Ils l'ont enterrée. Et moi j'étais loin. Je ne pouvais pas revenir. Parce que je n'avais pas l'argent qu'il fallait. Parce qu'elle n'avait pas l'argent qu'il fallait. Je m'entremêle entre le jeu et l'huile. En tout cas, c'est aussi un peu mon histoire. Donc, on peut continuer comme ça à tracer ce portrait-là. Donc, toujours avec un point, le point central, c'est far from home, loin de chez soi. Loin de son doux chez soi. Là, c'est... Donc, il y a une rupture, alors une rupture à tous les niveaux. Donc, ça me ramène, pour parler de cette chose qui est... j'ai lu une partie d'un article, la partie ouverte au nom abonné du monde, et cet article parlait des micro-agressions. Voilà donc une chose à laquelle j'avais déjà pensé et dont j'ai parlé. Donc j'ai dû en parler, micro-agression, micro-traumatisme. J'avais parlé de la micro-socialité, mais l'idée d'une chose minuscule, mais qui fait quantité. La micro-socialité ne fait pas socialité. Paradoxalement, ça dépend. Donc, beaucoup de
micro-socialités ne font pas une socialité. On ne peut pas les amalgamer pour en faire, ça reste des micro-moments de socialité. Par contre, des micro-agressions, là, on peut les mettre côte à côte et ça fait un portrait. D'ailleurs, la personne qui est représentée, illustrée dans l'article, c'est quelqu'un qui a un jeune, qui a en fait gravé avec des comment on appelle ça, avec des écritures variées, pas gravé mais peint toutes sortes d'insultes et de remarques sur sa peau. Et donc le micro-agression, c'est le rappel permanent de l'étranger. Le rappel permanent à l'étranger, au statut d'étranger ou d'ex-étranger. En tout cas, c'est moi qui dis ex-étranger, mais pour l'autre, on est en permanence étranger. Ça me rappelle, donc c'est toujours et ces choses-là, évidemment, j'en ai déjà parlé, évidemment, à plusieurs reprises, c'est dans le rapport à la langue. N'en parlons pas du Mohamed devenu un Momo et qui m'a été difficile de récupérer mon prénom, aussi difficile que d'aller conquérir l'Everest. Appelez-moi par mon prénom. Je ne suis pas un Momo, je suis un Mohamed. Dites Mohamed, ça ira, mais par Momo. Et puis après, il y avait cette chose qui était de l'ordre donc des rappels. Alors je ne vais pas, ça a été cité dans l'article, enfin dans le peu qui m'était autorisé de lire, qui m'était permis de lire. Mais évidemment, j'ai déjà soulevé cette question de la récurrence des certaines remarques sur l'alimentation ou sur le fait de parler français. Et donc, les j'ai pas tellement envie de parler des micro-agressions, ou aussi de l'expression d'une différenciation ou d'une différentialité presque maintenue coûte que coûte. Il faut instaurer des différences, des frontières. Il faut maintenir la personne qui est considérée comme un autre loin de soi. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Donc on maintient autant que possible cette comment dire, non pas cette frontière, quelque chose comme ça. C'est une frontière en tout cas. Alors après, c'est les micros, j'ai pensé, voilà, par exemple, les micro-traumatismes. Alors, souvent, ce sont les choses, donc les micro-agressions, les micro-traumatismes, ce sont les choses qu'on rapporte presque pas. Qu'on rapporte, certains on les rapporte, d'autres on les rapporte même pas. Parce que, bon, parce qu'on n'a pas l'occasion, parce que, bon, on choisit de parler d'autres choses, mais ces choses-là existent. Et c'est, quand on a passé 40 ans en France, on peut estimer qu'on en a accumulé un certain nombre, de quoi être un traumatisé profond, une sorte de malade, voilà, quelqu'un qui est déstabilisé pour toujours dans l'idée qu'il se fait de lui-même, dans l'image qu'il a de lui-même, dans la perception qu'il a de lui-même, de son corps, de sa voix, de sa personne, de ses qualités, de son potentiel, de son rôle. Son existence n'est jamais légitime en intégralité.
il est toujours illégitime par plein de points. C'est ça. Donc partout, on est menacé par le procès en illégitimité. Donc, vous entendez que quelque part, il est assez facile pour moi de parler de cette question et d'essayer comment dire, essayer de l'appréhender par d'autres biais finalement. Donc la chose est que je vais parler d'une autre chose. Alors je fais une sorte de pêle-mêle pour ne pas faire des choses séparées, surtout que ces choses-là, elles sont un petit peu anciennes maintenant. Certaines choses qui ont 3 jours, d'autres qui ont 1 jour et demi, une journée. Donc les 3 thèmes principaux ne sont plus aussi frais. Donc Far From Home et le micro-agression, d'une certaine façon, le micro-traumatisme relatif finalement à la réaction de l'autre. Après le micro-traumatisme, ce sont le traumatisme un peu plus large. Le traumatisme, c'est la chose qu'on peut avoir avec tout le monde. Donc, quoi qu'il en soit, le micro, finalement, micro-acte de différenciation. Non pas de racisme, mais de différenciation. Donc, après le micro-traumatisme, c'est... alors, il y a quelquefois des traumatismes qui sont entre le micro et le macro, qui sont dans un état un peu médian, ils ne sont pas tout à fait micro, ils ne sont pas tout à fait macro, mais ils sont là, présents. Comme je n'ai pas compris à une époque, je devais avoir, je sais pas, j'étais pas très vieux, je devais avoir 26 ans, 27 ans, 28 ans, je sais pas quoi. Il y a une Allemande qui me dit de m'éloigner d'elle, mais d'une façon qui m'a totalement... J'ai obéi. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai obéi et je me pose toujours la question. Il y a un tel... c'est extraordinaire et... je sais pas ce qui m'est passé. Normalement, j'aurais dû, là maintenant j'y pense, et donc le vide fait remonter un peu le vide, comme on dit, la nature, etc. On ne peut pas vivre dans le vide. Donc le vide, quand il n'y a pas de nouveau, quand il n'y a pas quand il n'y a plus de vie sociale ou autre, alors on remplit ce vide-là par ce que nous avons vécu auparavant, ce que nous avons accumulé, qui n'est pas de l'ordre de l'épargne. Ce n'est pas des choses qu'on a mises de côté pour un usage ultérieur. C'est des choses dont on a envie de s'en débarrasser, mais qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, surtout dans les conditions de déshérence un peu sociale qui sont les miennes. Donc, ça revient. Évidemment, je ne vais pas maudire tous les Allemands parce qu'il y a une Allemande, quoique j'ai pas trop de raison d'aimer les Allemands. Spécialement, j'ai pas trop de raison. Je me rappelle, il y avait à l'époque, il y avait l'effondrement de la RDA et je connaissais un Allemand qui était partant pour plein de choses, mais jamais partant pour les questions personnelles, partant pour aller, je sais pas, faire de randonnée, mais c'était un Allemand, je sais pas quoi, qui manque un cœur quelque part. Je sais pas. Un être qui n'a jamais demandé une nouvelle depuis bientôt 30 ans. Et qui quand même
enfin 30 ans, 25 ans, 26 ans, enfin ça commence à bien faire plus de 20 ans en tout cas. Alors que... En tout cas, voilà, donc c'est quelqu'un, moi j'ai... à l'époque, donc je connaissais à l'époque de l'effondrement de la RDA, de la disparition de la RDA, j'étais assez interloqué, je savais que j'assistais à un phénomène assez inédit, la disparition d'un État. C'est vrai que c'est un État qui n'est pas, qui est un peu qui est assez récent finalement, mais un État tout de même. La RDA, c'était fait pour durer. Pas parce qu'il y avait la guerre froide, mais parce que c'était un résultat de la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale a laissé des frontières qui sont là, qui sont devenues intangibles, sauf pour ce qui est de l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est a disparu, mais les territoires, je ne suis pas perdu par l'Allemagne historique, etc. Ben, ces territoires-là sont perdus à jamais, quelque part. À part redessiner les frontières, parce qu'on s'est dit, tiens, ça y est, ça fait 60 ans que la guerre est terminée, ou 80 ans, ou je ne sais pas combien. Non, on n'a pas dit ça. On a gardé, mais par contre, la RDA, on l'a fait disparaître, et puis elle a été absorbée par la RFA. Donc c'est devenu la République fédérale d'Allemagne, et c'est évidemment, c'était donc c'est un fait, surtout en étant, donc tous les citoyens pouvaient un peu connaître un peu les secrets, évidemment pas seulement les archives de la Stasi, mais tout. On a assisté, comme cette histoire, cette chose que je n'ai pas été visiter, cette usine qui fabriquait des cigarettes, et donc elle a été abandonnée. À un moment donné, les gens y allaient pour visiter. Donc ils entraient dans une usine. Moi, je sais pas, j'ai eu peur à l'idée d'y aller. Mais quand j'y pensais, c'était déjà assez avancé. Donc ça a été vandalisé, etc. Mais les gens s'y sont allés depuis le début. Donc ils ont pu voir les machines, ils ont pu voir un peu tout. Donc cette manufacture des tabacs s'est transformée, les bâtiments se sont transformés en bâtiments utilisés par l'université des sciences sociales. Et donc, j'imagine, les machines ont disparu, on n'a rien gardé de cette mémoire. Donc, on a tout... mais on n'a pas conservé, on a laissé pendant un certain temps les bâtiments se détériorer, et ce qu'il y avait dans les bâtiments, ce qu'il y avait comme, peut-être comme, je sais pas, s'il y avait des archives, s'il y avait... Donc, on pouvait assister à la fin d'une époque. Première usine, première manufacture a été transformée en école des beaux-arts, puis la deuxième est devenue une annexe d'une université assez installée en centre-ville, une université importante, mais qui avait besoin de s'agrandir. Mais il y avait donc l'industrie qui disparaissait du centre-ville. C'était un vestige presque un vestige de l'ère industrielle, mais après, voilà, donc l'industrie des cigarettes n'a pas disparu, mais elle a quitté les centres-villes pour des bâtiments plus adaptés, je ne sais pas quoi. Et après, voilà, comment, là, il y avait moyen de faire de l'archéologie, presque, pas de l'archéologie, mais de faire du constat post je ne sais pas comment dire, transformation. Donc, il y avait le moyen d'assister, de connaître un peu le fonctionnement de l'État, aller dans les ministères, fouiller, regarder, je ne sais pas, ce que certains ont fait, évidemment, surtout pour ce qui est de la Stasi, mais d'autres choses. Donc, ça a été... donc, cet Allemand n'a pas semblé du tout intéressé pour parler de cette question. Pourtant, c'était une question importante qui concernait finalement le futur de l'Allemagne, surtout qu'on allait injecter beaucoup d'argent pour transformer la RDA
Et après, on va voir l'importance, par exemple, du vote, l'importance du vote est-allemand, et qui fait finalement l'ex-Est-allemand, l'ex-Allemagne de l'Est, et qui fait que ce vote-là est important parce qu'il est un vote contestataire et plutôt du côté de l'extrême droite, ce qui peut faire basculer les équilibres dans certains parlements régionaux. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc c'est un pays qu'on a démantelé. Alors je me rappelle une partie de ce qui est en fait le matériel de l'armée est-allemande a été offerte. Partie de ce matériel était offerte à la Turquie, par exemple, des blindés, etc. Donc après, on a dû, je sais pas, démanteler les usines. Et il y avait aussi des acquis sociaux, notamment pour ce qui est des garderies, etc. Là aussi, ça a été démantelé. Donc un certain nombre de choses au niveau social, au niveau économique, au niveau institutionnel, beaucoup de choses ont changé. Donc c'était un moment important. Voilà donc pour parler des micros ou des macros ou entre les deux traumatismes. Dans le traumatisme, bien sûr, je ne peux pas évidemment me comparer à ceux qui ont subi la répression sous toutes ses formes allemandes, je dis pas nazi, allemand, tout court, allons-y, pas de problème. Ce que les Allemands ont fait, par exemple en Belgique, au niveau de la Première Guerre mondiale, ou je sais pas, et ce qu'ils ont fait, c'était assez atroce, ce qu'ils ont fait à la Belgique. Je pense que, alors, si je confonds bien, c'est bien pendant la Première Guerre mondiale, ou alors, je sais pas. En tout cas, les Allemands ont fait du mal à la Belgique, donc les Allemands non nazis. Donc les Allemands, c'est un peu compliqué de généraliser, de parler de tout un peuple, mais comme certains à un moment donné parlaient des Juifs en tant que peuple et traités de peuple déicide, pourrait aussi, pourquoi pas, pour une démonstration, pour dire oui, les Allemands sont aussi ont une culpabilité, d'ailleurs continuent de payer cette culpabilité ils se sont toujours responsables, ils payent des compensations à l'État d'Israël pour essayer de se racheter. Donc ils ont conscience de cette culpabilité collective. Sinon pourquoi ils paieraient pour les crimes nazis? Je ne vois pas. Mais pourtant, il y a une responsabilité collective de tous les Allemands, qu'ils étaient pour les nazis, ou qu'ils aient été neutres, ou qu'ils aient été opposants. Ils payent tous. Voilà, c'est ça. Donc une partie des impôts allemands, de la richesse allemande, va à l'État d'Israël. Donc finalement, voilà la question. Alors j'arrive à une autre question, à la troisième partie de cette prise de parole, c'est la chose qui s'appelle donc la langue française comme langue étrangère. La langue française est une langue étrangère, j'ai entendu ça sur France Culture, et donc dit par un romancier, comme on dit, africain, mais c'est vrai d'un côté comme de l'autre, la langue française est une langue étrangère. Voilà. Étrangère parce qu'elle nous maintient dans l'étrangeté. Elle aussi, elle nous considère comme des étrangers. Donc, autant y aller sans trop perdre de temps, y aller
franco y aller foncer et dire oui, c'est une langue étrangère, ce n'est pas ma langue. Oui, il y a un paradoxe, c'est une contradiction, c'est ma langue et pas ma langue. C'est une langue étrangère, je l'utilise par défaut. J'utilise parce que j'en ai pas une autre. J'utilise parce que c'est une langue qui finalement, dont je peux user et abuser presque un peu à loisir d'une certaine façon. C'est par commodité, je peux dire, par habitude, et non pas par amour, et non pas par choix, et non pas. Alors j'ai dû le développer ce thème-là dans la langue du cœur, la langue, etc., etc. C'est clair que ce n'est pas la première fois que je m'attaque à cette question, mais c'est entendre quelqu'un d'autre le dire, ce n'est pas exactement ma conclusion. Moi, je commencerai plutôt par dire qu'il y a des gens qui sont jaloux, qui ne veulent pas partager cette langue. Alors, ils la partagent à condition qu'on leur laisse une certaine primauté. Vous êtes les possesseurs, vous êtes les détenteurs, j'allais dire, légitimes de cette langue. Après, moi, je l'utilise, mais je n'en suis pas un détenteur légitime. Donc, je ne peux pas vous concurrencer, je ne peux pas être en égalité avec vous. Il y a une inégalité. Une inégalité, et je ne peux pas dire principielle, mais voilà, c'est fondamental. C'est pour faire la différence. Tu parles ma langue, mais tu n'es quand même pas de ma tribu. Tu n'es quand même pas de mon histoire. On n'a pas la même histoire. On ne peut pas partager le même avenir, on ne peut pas partager le même destin parce qu'on partage la même langue. D'ailleurs, je pourrais dire, tiens, mais finalement, qu'est-ce qui t'empêche d'aller chercher une autre langue? Allez, vas-y, cherche. Trouve-toi une autre langue. Pourquoi tu t'incrustes? Pourquoi tu nous embêtes avec tes histoires? Trouve-toi une autre langue, un autre pays, voilà. Je sais pas, c'est compliqué, parce que justement, dans mon pays natal, finalement, je n'ai pas rencontré d'autres personnes que les natifs de ce pays. C'est vrai, j'ai eu un prof de maths qui était venu, je ne sais pas, de Bulgarie, quelque chose comme ça, ou de Slovaquie, ou en tout cas de l'Europe de l'Est. Une autre prof de sciences d'Europe de l'Est. Et puis, évidemment, des Français pour ce qui est du français et pour ce qui est de l'anglais. Mais après, donc voilà les étrangers. Mais à part l'idée, je sais pas, je me rappelle que cette Européenne de l'Est, finalement, il avait une préférence, sa préférée, c'était une fille qui était bonne en maths, et il la faisait passer au tableau assez souvent, parce que, voilà. Et puis, sinon, voilà. Et puis, on arrive en France, et puis d'autres étrangers, ben, je sais pas, il y avait des marins qui venaient d'Europe de l'Est. Et c'est vrai, mon père m'avait acheté une paire de sandales d'Europe de l'Est, et que j'ai pas aimé. C'est vrai, même quelqu'un, j'ai pas aimé cette façon. C'est vrai que c'est des gens qu'on trouvait mal habillés, pas leurs sandales. Les marins vendaient leurs affaires pour acheter je sais pas quoi,
Et je ne sais pas s'ils faisaient du troc ou si ils vendaient leurs affaires ou s'ils avaient un surplus. En tout cas, il y avait un échange. Ben, leur sandale, c'était pas ça. C'était pas du tout ce qu'ils pouvaient vendre. Ben, c'était déjà très grand, souvent, je sais pas quoi, ça allait pas. Ça me correspondait pas. Alors que j'ai passé beaucoup de temps à m'habiller en seconde main de vêtements venant d'Europe, mais là, Europe de l'Est, non. Europe de l'Ouest, oui. Europe de l'Est, non. Donc finalement, cette histoire de la langue, donc arrivé en France, on rencontre d'autres gens. L'Allemande qui m'a fait l'injonction de m'éloigner d'elle est une... Je ne sais pas si elle m'a parlé en français. Peut-être qu'elle m'a juste signifié ça. Oh purée. Ça me rappelle... j'ai entendu tout à l'heure... comment il s'appelle? J'ai entendu Mélenchon parler de ce qui est arrivé à Macron. Et c'est vrai, Macron est allé se promener seul, et évidemment, des gens l'ont alpagué, et puis ils l'ont un petit peu malmené verbalement. Donc ça me rappelle ce que Pierre Boudis, c'est pas Pierre Boudis, c'est son fils, Dominique Boudis plutôt. Dominique Boudis qui se promenait, et qui finalement, Dominique Boudis avait passé quelques années au Liban, en tant que journaliste, mais surtout peut-être espion aussi, pourquoi pas. Les deux métiers ne sont pas toujours peuvent aller ensemble, chercheur et espion, journaliste et espion. Ça fait une bonne couverture, mais c'est pas grave, on lui a jamais reproché ça. Mais après il est en France, mais même quand on n'a pas quitté la France, on est habitué à entendre des insultes en arabe, andim. Donc finalement, il se fait insulter en arabe par un petit, et déjà ça remonte à loin, déjà à l'époque, les enfants arabes ou berbères, peu importe, d'Afrique du Nord, étaient vraiment, ils ne respectaient rien. Déjà à l'époque, quelqu'un de moins de 10 ans, voilà, il a compris qu'il avait en face de lui quelqu'un d'important, il s'est vengé sur l'homme de pouvoir, il s'est vengé, mais il n'a pas insulté en français, il a insulté en arabe. Et l'autre, comment il a réagi, il a souri. Voilà, donc quand on est un homme politique, on doit accepter. C'est un risque que l'on prend quand on est dans la foule, voilà. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Quand Mitterrand est venu à Toulouse, il y avait des gens qui étaient dans un hôtel et qui le huaient. Mais Mitterrand, c'était pas le seul. Il y avait aussi des gens qui étaient passionnés par lui, qui le saluaient. Donc ça pouvait s'équilibrer. Les anti et les pros, ça pouvait s'équilibrer. Tandis que je sais pas, ça me rappelle cette histoire de Mitterrand avec Fabius, Mitterrand qui se fait insulter et Fabius qui veut en découdre, mais Mitterrand lui dit c'est la rançon de la gloire d'une certaine façon. Donc le traumatisme on peut être un homme important mais se retrouver impuissant. Voilà. Donc, on est impuissant devant sa propre histoire, à laquelle on ne peut rien changer. Devant, finalement, on ne sait même pas comment qualifier ça. Est-ce une lâcheté? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais sans aller très loin, à 30 ans et quelques dans le passé, et quelquefois, on a tendance à recommencer ça. On est mis en difficulté et mis dans l'impossibilité de répondre. On n'a pas la répartie, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. C'est vrai que, par exemple, Macron n'a pas eu la répartie.
Mélenchon dit que c'est un homme de répartie, mais Mélenchon dit qu'il s'abstient d'aller dans la foule, les manifs, etc. Il fait bien parce que, je me rappelle, bon, il n'était pas en danger comme a pu l'être Olivier Faure du PS, mais quand même, il y avait des gens qui scandaient ni Dieu, ni Maître, ni Mélenchon. Quelque part, il pouvait y avoir une hostilité, mais quelquefois, mais il y va. C'est le seul qui va, qui est reçu. D'ailleurs, il est venu à Toulouse il n'y a pas longtemps pour soutenir les mouvements contre la suppression, la réduction d'effectifs dans l'aéronautique. Donc, il y va au contact. Et quelquefois, il doit choisir. Donc, il ne va pas dans la foule comme ça, parce que bon, il sait que, même s'il n'est pas au pouvoir, mais il sait que les gens savent qui il est, etc., la place qu'il occupe. Donc certains pouvaient essayer, je ne sais pas, de lui envoyer une petite pique, voire plus qu'une petite pique. Et donc le problème, c'est la langue française. Donc illégitime dans la langue, tant qu'à faire, je me déclare extérieur. Cette langue, c'est une langue étrangère. Et surtout, j'y ai pensé aujourd'hui parce que j'ai entendu ça, donc une émission qui passe sur les auteurs, qui passe sur France Culture. Et donc un auteur dit africain dont j'ai oublié le nom, Alain Macambo, je ne sais pas exactement, j'ai pas son nom exact. Et donc j'ai pensé à une chose. Par exemple, il y a Wajdi Mouawad qui écrit en français. Wajdi Mouawad, dont la langue première n'est pas le français. Quoi qu'on puisse penser, et je ne sais pas, il écrit, est-ce qu'il parle du Liban, est-ce qu'il parle de la cuisine libanaise, est-ce qu'il parle des affaires, l'identité, etc., etc., des affaires purement libanaises, purement proche-orientale, purement, je ne sais pas, peut-être phénicienne, peut-être, je ne sais pas, il n'est pas arménien, mais je ne sais pas quelle est son affiliation, quelle est sa religion, en tout cas. Peut-être qu'il est chrétien maronite, peut-être que... Mais il n'est pas un exotique, comme peut l'être Benjeloun, qui lui offre, il écrit en français, mais c'est un exotique. Après, il est devenu un peu moins exotique, et de ce fait, il a perdu son intérêt, parce que c'est pas ce qu'on lui demande. Il remplit ses cases, s'il commence à ne plus finalement à sortir de cette case, de sa niche, de sa cage, alors je ne sais pas, il pourrait ne pas retrouver de l'audience comme il en avait auparavant. Donc il peut parler des choses, alors de la terre, du soleil, des esprits, de la possession, de Gnawa, des Majdoub, des nuits, la nuit du destin. Il peut parler des palmiers, des orangers, il va parler du climat de là-bas, il peut parler de la sorcellerie, il peut parler de la politique de là-bas, il peut parler des choses, il peut même parler du racisme, il peut même parler de religion. Mais tant qu'il parle que de sa religion, ça va, du racisme vis-à-vis, ça va, parce que ce sont encore des questions un peu, comment on pourrait dire, des questions comme non pas des questions qui lui sont propres. Je ne sais pas comment je pourrais dire. Il a un lien organique avec ces questions. Alors je ne trouve pas le terme, donc j'ai remplacé par le lien organique. Ce sont des questions qui l'identifient toujours comme un exotique, comme un externe, comme un allogène. Tant qu'il reste allogène, ça va. Il peut écrire en français, mais il y a un petit... On ne se trompe pas.
C'est bien du français, mais du français étranger. Ah. Bon, ça sent l'oranger, ça sent le thé à la menthe, ça a un goût sucré, ça a un goût d'ailleurs, c'est parfumé. Bon, on supporte ça un moment, je sais pas, le thé à la menthe, on le prend une fois tous les, je sais pas tout le temps. On aime peut-être de temps en temps aller dans un restaurant exotique, mais pas, on n'aimerait pas y passer trop de temps. D'accord, un couscous de temps en temps, une fois tous les 6 mois, tous les 5 mois, un tagine aussi, pourquoi pas. Mais bon, une fois ça va, 2 fois ça va, 3 fois non. 3 fois dans l'année, non, ça fait trop. Donc, voilà un petit livre de Benjelloun, voilà, un petit moment, voilà, on délire un peu. C'est peut-être d'histoire, bon, c'est pas au niveau des mille et une nuits, mais c'est pas grave, il nous fait un peu Mohaloufou, Mohalousage, il nous fait un peu voyager, à peu de frais. On voyage ou tout en restant chez soi. On se dit, tiens, vraiment, ces gens-là sont étranges, ces gens-là sont vraiment différents de nous. Ils vivent un peu comme des bêtes, ils sont près de la terre, ils sont près, je sais pas, ils sont pas très raffinés, quoi, là. C'est des gens superstitieux, c'est des gens... Ouais, les djinns, la sorcellerie. Ouais, c'est... Donc c'est un petit air, comme l'accent que l'on perd jamais. Vous parlez bien français, mais vous avez un petit accent. Dis-le tout court, dis vous avez un accent. Pourquoi petit? Pourquoi petit? Petit, ça veut dire quoi? Mignon? Bah, dis-le autrement. Parlez bien français, vous avez un mignon accent. Oh, votre accent en français est mignon. Déjà, vous parlez bien, déjà. On n'est plus à passer l'examen. Je parle bien, mais je te parle foutrement bien et je t'emmerde. Je parle bien et alors? Tu veux que je parle mal? Tu veux que je mal parle français? Tu veux quoi? Tu veux que je parle comme un petit boy, comme un petit arabe? Messieurs, les pains il est pris. Le pain il est pris. Tu le veux chaud ou tu le veux? Tu veux que je parle comme ça? Sérieusement. Bon. Sérieusement. Alors c'est quoi mon petit accent? C'est quoi ce petit accent? Un petit accent qui ne deviendra jamais grand. Petit. Comme moi je resterai petit. Mon accent est petit. Moi je suis petit. Toujours petit. Un franc accent. Bah, celui qui est mort, qui a passé pas mal d'années en France et qui était tchécoslovaque, il avait toujours cet accent. Bah ouais, il avait un accent et alors? C'était pas ça qui était gênant, c'était autre chose. Mais son accent, ça ajoutait son charme. Ça lui différenciait des autres. Ça lui faisait un petit plus. Après, c'est comment il était long. Long, quand il parlait français, il avait du mal un peu. Accélérer le débit, quoi. Il parlait doucement, il cherchait ses mots d'une certaine façon. Alors voilà donc la chose. Alors, vous avez un petit accent. Ça me dit quelque chose. Attendez. Attends. On ne voit pas. Quelqu'un qui a un petit accent, on le tutoie direct. C'est normal.
de tutoyer un inférieur. On ne vous voit jamais un inférieur. Attends. Je vais deviner. Ne m'aide pas. Tu viens de loin. Enfin, tu viens de l'autre côté. Bah ouais, tu viens de l'autre côté. T'es algérien? Ah non, surtout pas. T'es quoi? Bah, je suis moi, tiens. Pourquoi tu veux savoir? Qu'est-ce que ça vient de faire là-dedans? Ah, tel que tu me vois, je te suffis pas. T'as besoin de ma biographie, t'as besoin de, je sais pas, t'as besoin de quoi? De savoir quoi exactement? Bah, ton petit accent, quelque part, il éveille un peu ma curiosité. Ta curiosité, la bonne ou mauvaise curiosité? Bah, je sais pas. Ouais. Alors, tu sais, t'as pas envie de répondre. Tu le sais. Tu me penses toujours différent de toi. Mais en quoi suis-je différent de toi? C'est vrai que je me nourris un peu différemment. Mais est-ce que ça change? Est-ce que mes idées, quand je parle, est-ce que je parle? Est-ce que le fait que je mange, je sais pas, que je cuisine d'une certaine façon, que je boive du thé à la menthe, ça fait que mes pensées, elles sont différentes? Ma façon de te parler, je vois pas la différence. Ça change rien pour moi. Et je te parle comme je peux te parler. On se connaît, bah, je m'autorise une certaine liberté. Je te parle sans prendre trop de précautions. Je te dis ce que je pense. Enfin, dans les limites, à certaines limites quand même, mais je te dis ce que je pense. Si quelque chose me plaît pas en toi, je te le dis. Et puis, je me permets aussi de porter ton attention sur certaines choses qui me paraissent un peu devant être signalées ou quelque part qui me dérange ou qui m'inquiète. Voilà, c'est mon rôle. C'est mon rôle d'être là, je sais pas, pour t'avertir, comme c'est ton rôle aussi. On s'avertit mutuellement, on se porte assistance, on veille l'un sur l'autre, de plein de façons. Ce qui compte, c'est comment je suis avec toi en ce moment. Est-ce que je suis avec toi entièrement? Est-ce que je suis... Est-ce que je ne suis qu'à moitié? Non, je suis entier. Je suis à toi totalement. Tu peux me demander, je sais pas, tu peux me poser une question à propos de choses qui te taraudent ou une chose qui te préoccupe. Je sais pas, un truc. Pose-moi une question. Est-ce que tu as un choix à faire, un arbitrage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne, qui te soucie ces temps-ci, par exemple? Et moi, je te répondrai avec... vraiment, je me donnerai tout entier. Je mettrai tout ce que je sais. Intégralement. Je garderai rien. Je te dirai tout ce que je sais. Toute ma science. La science de la vie, voilà, accumulée depuis que j'ai vu le jour. Voilà, tu auras ça gratuitement. Après, tout dépend, hein, c'est à toi de faire le tri. Moi, je te dirais, je te donnerai un petit, je sais pas, un petit audit, comme une sorte de recommandation, une sorte de lecture. Et après, toi, tu prends, tu rectifies, tu gardes, tu supprimes, tu fais ta propre sélection. Voilà, donc, et entre-temps, le petit accent, on l'a oublié. On l'a viré, il n'a rien à y faire. Il n'a rien à faire dans notre discussion. Il n'a pas sa place. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de géant accent, il n'y a rien. Il y a moi et toi. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend.
Est-ce qu'on n'apprécie pas un certain nombre de choses ensemble? Tiens, tu apprécies les bonnes choses comme moi je les apprécie, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème. On peut partager les mêmes aliments. J'ai pas d'interdit, t'as pas d'interdit. On peut parler nostalgie comme tout le monde. On peut écouter les choses venant du passé, je sais pas. La maison où j'ai grandi, tiens, si on mettait un peu de... Puis, je sais pas. Ah, tu vois, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Bon, il y a des choses, c'est vrai. Voyons donc où en est cette histoire de langue française comme une langue étrangère. C'est vrai que ça ne tient pas. Et on a beau l'affirmer, d'ailleurs, on a du mal à tenir l'affirmation jusqu'au bout. Parce que c'est aussi une langue intime. Et malgré tout, elle devient une langue intime. Et malgré tout, ça fait longtemps que je rêve en français. Possible que je rêve aussi dans d'autres langues, mais je rêve en français. D'ailleurs, je ne m'en fais pas une gloire. Je ne dis pas, tiens, c'est extraordinaire, je rêve en français. Je peux rêver en français. Bon. Il y a eu un moment, il y a très longtemps, où j'avais l'impression de parler anglais dans mon sommeil. Bon, quand je me suis réveillé, ce n'était pas le cas. Mais quelquefois, il nous arrive à tous d'avoir cette impression de parler une langue bien, ou de parler une langue qu'on n'a jamais parlé. En réalité, on n'a fait que baragouiner. Mais en tout cas, dans mon sommeil, dans mes rêves, je parle français. Je m'exprime en français, etc. etc. Après, c'est aussi ma langue intime pour des tas de choses. C'est une langue qui court dans mes veines. C'est une langue qui est incrustée dans ma mémoire, un peu partout. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, on revient sur le jugement de Salomon, là. Est-ce que, je peux pas me diviser. Je peux pas dire, le français, je peux m'en passer, mais je reviens vers ma langue première. Ben non, je peux pas. Je peux pas me diviser. Je préfère renoncer à toute langue, renoncer à la parole, plutôt que de renoncer au français, mais c'est comme ça. Il y a des nuances, il y a des façons de dire, des façons de formuler, des façons d'évoquer, des façons d'articuler, des façons d'associer, des façons de représenter, des façons d'imaginer, des façons d'interpréter, des façons d'alterner, d'altérer, de composer, de faire venir, de renvoyer, façon de supplier. C'est vrai, supplier. Supplique. J'aime bien dire supplique en français. Après, je sais, le français, c'est aussi le latin, c'est aussi le grec, c'est aussi, c'est pas, le français n'est qu'une forme un peu, comment dire, ça fait, voilà, le bas latin et toute cette histoire-là. Voilà, et donc, c'est vrai, le français, c'est pas très loin des autres langues romanes, et pas spécialement de grandes différences. Il y a plein de choses qu'on retrouve, il y a des passerelles, toutes sortes de passerelles entre ces langues. Donc le français n'est qu'une finalement variante. Voilà. Et je pourrais passer au reste des variantes. En attendant, j'ai pas le temps, j'ai pas la motivation pour aller voir du côté de l'italien, du côté
de côté du portugais, par exemple, côté du catalan, j'ai pas le temps. Et voilà, donc le français comme langue étrangère, c'était une sorte de... Voilà, je devais tester ça pour voir si c'est vrai, à quel point ça pouvait être vrai, ça pourrait être vrai, et finalement, ça ne l'est pas tant que ça. C'est vrai, quelqu'un qui l'a affirmé, ben il l'a affirmé, et je ne sais pas pour quelle raison, et c'est ça. Alors c'est toujours marrant dans cette histoire. Je n'ai jamais finalement dans mon pays natal, je n'ai jamais habité dans une maison, j'allais dire dans un pavillon. Et pourtant, je continue de construire, de représenter ou dessiner une maison française. Et j'ai jamais enfant, j'ai jamais dessiné, d'ailleurs même pas enfant, j'ai jamais dessiné une maison à l'école qui ressemblerait à la maison de mes parents, à la maison de mes grands-parents, jamais de terrasse. Toujours des toits d'ardoise, comment on appelle ça? En fait, il n'y a pas de star, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de cet espace ouvert sur le ciel qui constitue un espace important de la maison dite arabe. Il y a un toit, une double pente, voilà, donc c'est ça. Après, il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur, une fenêtre, une porte. C'est typique, voilà, un peu, voilà, ce qui peut être aussi le pavillon, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Voilà le pavillon classique qu'on peut retrouver dans les zones pavillonnaires du nord de la France ou ailleurs. Mais j'ai oublié le nom parce que c'est le nom devenu un nom générique presque, celui d'une compagnie qui construisait, enfin une société qui construisait ce type de bâtiment. Mais j'ai oublié le nom, voilà. Et finalement, donc, far from home, far from soi-même, on s'éloigne un peu de ces... Quand on fait un voyage matériel, quand on fait un voyage aussi dans le temps, quand on fait un voyage dans la vie, finalement on se rend compte que la perspective est une perspective assez difficile. Souvent c'est la désillusion, la déception, c'est aussi la solitude d'une certaine façon, la perte. Beaucoup de choses, on les perd en cours de route. On perd ses illusions, on perd ses amis, on perd ses relations privilégiées, on perd ses proches les uns après les autres. On devient vieux, on devient de plus en plus seul malgré tout, parce que les temps changent, parce qu'on sent qu'on n'a plus tellement de place, qu'on n'est plus le maître, qu'on n'a plus autant de... Dans certains pays, c'est vrai, vieillir, c'est avoir la possibilité d'accéder à un statut honorable, mais c'est en train de changer. Les vieux dans les villes, ça reste à rien faire. Ça n'a pas de place. C'est un vieux, mais un vieux, c'est un poids. On imagine les vieux ailleurs, c'est les anciens. Ils ont de l'importance. Les anciens, il faut les respecter. Ailleurs, anciens, pas anciens. Donc, fondamentalement, voilà, donc, far from my soul, far from my dreams, far from my childhood,
from my country, from far from my desire, loin de mon désir, loin de mes foyers. Alors, après on passe à cette chose qui offre finalement l'autre. Partout, il y a la possibilité d'agir en tant que puissant, en tant que dominant. Il ignore la complexité que vous êtes. Quelqu'un a tendance à vous réduire à une partie. Vous êtes noir, vous êtes arabe, vous êtes ceci, vous êtes chinois, vous n'êtes pas que ça. Je suis arabe et alors? Mais je suis pas que arabe. Je suis pas que noir. Et je suis pas. Moi, je suis noir, mais je suis pas le même noir que celui que tu vois là-bas. Je suis noir, mais je suis moi avant tout. Je suis moi. J'ai une histoire, j'ai une singularité, j'ai une individualité. J'ai aussi un destin, j'ai un parcours. J'ai beau te sembler semblable à un autre, non. Je suis comment dire, unique. Voilà. Et puis, je me sens doté d'énormément de capacités. On ne peut pas me restreindre à ma couleur, à mon apparence. Je le dépasse. Je suis capable de beaucoup. Je suis capable aussi d'être toi. On pourrait nous confondre tellement on pourrait être proches. On peut avoir les mêmes rêves, la même façon de réagir. Le même tempérament, le même... Oui, il y a plein de choses qui font de nous des semblables. Après, il n'y a jamais de semblable parfait, mais pour être des semblables presque parfait. Donc, après, on arrive sur donc les micro-agressions, qui font réellement, je sais pas, un peu comme cette goutte qui tombe, petite goutte, mais à force, on peut avoir un impact sur son environnement. C'est la répétition. Et c'est le fait, pas seulement la répétition, mais c'est le fait. La répétition dans le sens où cela travaille en permanence. Cela ne disparaît pas. Une fois que vous avez été disqualifié, montré du doigt, méprisé, minoré, cela devient un peu votre couronne d'épines. Vous l'avez à jamais et ça s'est enfoncé dans votre chair. On ne peut plus l'enlever. La couronne, elle a fusionné. Voilà, elle fait mal, elle fait mal. Donc toutes ces choses-là continuent de faire mal. Elles attendent leur tour. Elles savent qu'elles vont finalement opérer, qu'elles vont être activées à un moment ou à un autre. Voilà. Elle essaie de profiter de la moindre faiblesse comme des virus, comme des choses malignes. Voilà. Elle profite de moindre baisse d'attention, moindre baisse de vigilance pour vous attaquer et tenter de vous abattre. Voilà. Ensemble, ces micro
agressions, elles sont capables de vous abattre, vous entièrement. Voilà, elles vous déstabilisent, elles portent atteinte à votre équilibre. Vous grandissez, mais vous grandissez toujours en déséquilibre. Et forcément, il arrive un moment où vous basculez et vous allez vous effondrer. Voilà, donc on ne peut plus vivre sa vie normalement. On est marqué, on devient, on pousse de façon anormale. Donc cette chose qui m'a été dite, je l'ai pour toujours comme un stigmate, comme voilà. C'est une lèpre, c'est une sorte de lèpre qui ne vous quitte jamais. Il n'y a pas d'antibiotique, il n'y a pas de remède contre cette variante de lèpre. Donc vous perdez des parties de vous-même. Voilà, on continue. Un jour, vous perdez l'usage, je ne sais pas, vous avez quelque chose qui vous manque, cette chose est importante. Partie de vous-même qui tombe, et perdue à jamais. Voilà, un bout de doigt, voilà, bon, c'est comme ça, un bout d'oreille, un bout de nez, voilà, vous devenez hideux, atroce à voir. Voilà, donc, intérieurement, voilà ce qui arrive. Intérieurement, on est. Donc, c'est pas extérieurement que ça fonctionne, c'est intérieurement. Intérieurement, c'est totalement ravagé, ça ressemble à un champ de ruines. Voilà. Donc, pour arriver à la langue française en tant que langue étrangère, à ce postulat-là, qu'il ne faut pas offrir justement prise à ceux qui véritablement voudraient consacrer cela, voudraient nous maintenir à distance et toujours dans une sorte d'allogénité absolue et allogénéité permanente. Et ça m'a fait penser à cette chose que j'ai lue donc de ces gens qui se regroupent sur l'espace virtuel pour échanger leurs opinions anti-tout finalement, suprémacistes, etc. C'est extraordinaire à quel point l'on peut être aveugle sur sa propre personne, quoi, sur ce que l'on est, comment l'on peut, toujours le problème, comment l'on peut se considérer comme supérieur à quelqu'un et comme finalement plus légitime qu'un autre pour ceci ou pour cela, parce que alors qu'en fait, moi j'en sais rien, directement, voilà, quelquefois les héritiers, je sais pas, pour le droit d'auteur ou une découverte, une invention, à la rigueur, je sais pas, les héritiers ne sont pas l'inventeur, ne sont pas les créateurs. Donc à la rigueur, il y a un droit, d'accord, quelquefois ça tombe dans le domaine public. D'accord, il y a un pays, il est dans un état technique ou un état, je sais pas, un niveau de richesse particulier. Mais les gens qui sont là, ils n'ont pas participé à la fabrication de cette richesse. Ils en héritent, ils l'ont trouvé en place. Je sais pas, on pourrait dire, tiens, ceux qui ont, je sais pas, qui ont transformé, qui ont agi à un moment donné, à un moment important, qui ont donné leur force de travail ou leur ingéniosité, etc. Qui ont, d'accord? Moi, je sais pas. Et là, alors finalement, ceux qui sont
actuellement qui se pensent comme les héritiers, là, finalement, ils ne sont que des héritiers. Comme les continuateurs, ils ne sont que des héritiers. Mais ils ne sont pas plus que ça. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Bien entendu, on peut leur poser la même question. À tout le monde, ceux qui ont participé à l'édification du monde actuel, et ceux qui n'y ont pas participé de par leurs ancêtres, là, ils sont sur le même pied d'égalité. Ils n'ont pas fabriqué l'énergie atomique. Ils n'ont pas mis en place la théorie nécessaire. Et voilà. Aucun n'a de lien de parenté avec Marie Curie. Personne n'a de légitimité. On a trouvé les choses telles qu'elles sont. C'est tout. Le monde, on l'a trouvé tel qu'il est. Alors, on va essayer de le préserver, peut-être pour le transmettre dans le meilleur des états possibles, mais c'est tout ce que l'on peut faire. Mais considérer qu'on n'est plus légitime à profiter de quelque chose, comme par exemple simplement cet état de choses qui veut que des pays qui ont des réserves minières importantes se pensent les légitimes propriétaires, alors qu'en fait on devrait considérer cela comme un bien universel. Un bien universel, une richesse universelle. Puisque finalement, les gens n'ont rien fait. Et non, cette chose-là a été mise en place il y a des millions d'années, des centaines de millions d'années. Donc finalement, à la rigueur, d'accord, on peut leur concéder un petit plus. Je sais pas, ils auront, quelques points de plus, parce que ça se trouve sur leur territoire, habituel. Mais c'est tout. Cette chose-là, elle est mise comme à un moment donné, je ne sais pas, le lithium qui se trouvait, je sais pas, en Bolivie ou je ne sais pas quoi. Et bien finalement, un seul pays peut se retrouver totalement en monopole sur quelque chose qui concerne l'entièreté de l'espèce humaine. Alors, j'ai pensé, tout à l'heure j'ai parlé du téléphone, et le téléphone qui occupe une place importante chez tous les gens un peu éloignés de leur communauté d'origine. Ce téléphone, qui évidemment joue un rôle quelque peu qui pose problème, un rôle ambivalent, en tout cas un minimum ambivalent. Alors je me rappelle donc la guerre du coltan qui était en RDC, etc. Donc voilà, au moins des gens qui sont plus ou moins liés à cet espace se retrouvent à profiter finalement de l'extraction de ce minerai. Et donc ils ont des téléphones qui, pour une partie, fonctionnent grâce à ce coltan, dont le prélèvement se fait dans des conditions évidemment pas très acceptables. Mais après, voilà, le téléphone, qu'est-ce que ça fait? Le téléphone, c'est un apaisant, c'est un calmant. Il fait croire que on n'est pas seul, qu'il y a une présence, qu'il y a de la compagnie. Mais le téléphone, voilà, quand vous allez au lit, vous allez au lit seul. Quand vous avez une difficulté existentielle, vous devez la régler seul. Vous ne pouvez pas compter sur les autres. Et quelquefois, les autres, ils sont à des milliers de kilomètres. Alors qu'est-ce que vous allez leur demander de se déplacer? Et souvent, les autres, c'est des gens qui vous ressemblent. Ils ont des moyens limités, ils n'ont pas de relations, ils n'ont pas les moyens de vous aider. Donc, vous avez une difficulté économique. Là, vous avez un budget qui ne suffit pas. Voilà. Le téléphone, voilà. Vous devez faire une formation. Peut-être quelquefois la formation, vous n'arrivez pas à finalement à la suivre. Donc, c'est ça. Alors voilà donc cette chose-là. Alors je termine
je termine bientôt. Donc c'est trois thèmes un peu dissemblables et semblables en même temps. Ils ont une connexion entre eux. C'était surtout l'idée de reprendre la parole et vous avez pu entendre le registre de ma voix qui est un peu bas, pas pour une histoire de voisins, mais une histoire pour les raisons que je n'ai pas parlé depuis plusieurs jours, et donc ça s'entend. Donc je ne peux faire appel qu'à un registre vocal très bas, ce qui fait, mais j'espère que c'est quand même audible. Hein. Après, c'est pas grave si c'est pas audible, qu'est-ce qu'on y peut? C'est compliqué. Alors, dans une situation où on n'a pas la maîtrise, on a la maîtrise de rien, parce que, je sais pas, parce que on reste seul et la solitude est confirmée de jour en jour, il n'y a rien à faire. On ne peut pas lutter contre ça. On fait, on bouge, on s'occupe comme on peut pour éloigner un peu cette réalité qui est une réalité assez comment dire, vous n'avez pas trop les moyens de vous dérober, voilà. Mais vous faites un jeu de cache-cache avec votre propre désespérance. Et c'est vrai que être à l'étranger, comme on dit, c'est s'exposer à une solitude à laquelle finalement il n'y a pas de remède, une solitude sans équivalent. Car votre capital humain de naissance, le capital humain premier, vous le perdez de façon définitive. Et vous ne pouvez pas le remplacer. On ne remplace pas. Parce que, je ne sais pas, la preuve, encore que j'ai pu être assez particulier, assez exceptionnel dans mon cas, mais je pense que beaucoup sont dans la même situation, être aussi seul, presque abandonné, presque comme rejeté, comme excommunié. Et même en empruntant le chemin, la voie des mots, même en étant dans la prise de parole, se sentir toujours au même endroit, même place. J'ai pas bougé d'un millimètre. Après, il faut reprendre le chemin de la parole. Malgré tout, il ne faut pas y renoncer parce que ça permet de se maintenir dans une certaine forme intellectuelle, de ne pas trop verser dans l'atonie et dans le sentiment d'abandon et de renonciation. Faut garder, il faut maintenir un semblant de vie. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui n'arrivait pas à dire imagination, imaginaire. Est-ce que j'ai la tête d'un imaginaire comme on disait. C'était quoi la réplique, je l'ai oublié. Encore une chose que j'ai oubliée. Est-ce que j'ai la tête de l'imagination, pas imaginaire? Alors je sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Me focalisons sur cette histoire d'imaginaire et cette réplique d'Arletty que j'ai oubliée. En tout cas, donc la solitude, elle est... il n'y a pas moyen, il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas... je sais pas. Ce qu'on fait, on fait cette chose-là, je le fais, apparemment, ça rencontre pas de succès, donc
Donc ce qui ne rencontre pas de succès, c'est qu'il n'a pas d'utilité sociale ou autre. Même en variant les formes, même en variant les textures, ça ne change pas. Bon, là, il est 3 heures du matin, donc je ne pourrais pas me lancer dans une chose un peu genre performance pour de vrai, performance vocale ou vocative. Et bon, je pourrais, mais moi, j'ai plus la force. J'attends d'arriver à 1h30 et puis je m'arrête. Donc voilà, je vous ai un peu offert ces trois registres ou ces 3 paliers qui sont tout de même assez proches de par leur thématique et de par voilà. Et puis j'espère avoir un peu donné une idée un peu claire quand même sur la... J'espère que je n'ai pas été trop... comment dire... que j'ai réussi à être un peu compréhensible, audible et suivible. Donc, si vous m'avez suivi, j'en suis content. Sinon, je peux rien y faire. C'est comme ça que, surtout, quelquefois, assez tard dans la nuit, c'est pas non plus le meilleur moment pour prendre la parole, quoique ça dépend des nuits. Je vous dis à bientôt dans une autre prise de parole, voilà, et à bientôt dans le monde des mots, voilà.